Salut à tous. Aujourd'hui on va parler d'une personnalité qui fait polémique, Tariq Ramadan. Certains voient en lui un musulman modéré, réformiste, social, c'est pour cela qu'il plaît à une partie de la gauche, quand d'autres le voient comme un intégriste qui tient un double discours. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir la véritable pensée de Ramadan et des siens. Pour cela, je vais m'appuyer en grande partie sur des extraits de conférences données par Ramadan, conférences données dans le cadre de son think tank financé par le Qatar, le Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Il y aura aussi des extraits d'intervention de Yamin Makri, un de ses proches, directeur des éditions Tawhid, qui publie des ouvrages islamistes, aussi membre de l'Union des consommateurs musulmans et de l'Union des jeunes musulmans, une association qui organise des réunions publiques avec Ramadan. Toutes les vidéos sont trouvables sur la chaîne YouTube du centre de recherche. Certains extraits sont assez longs pour ne pas tronquer les propos et ne pas prendre de phrases hors contexte, donc le sujet parfois met un petit peu de temps à venir. Commençons tranquillement. Puisqu'on classe souvent Ramadan à gauche, eh bien voyons quelles sont ses positions sur des sujets hautement sensibles, comme les questions sociétales. C'est quoi un mariage? C'est quoi une famille? Et quand, comme moi, vous avez quelqu'un que vous avez formé pendant 20 ans, vous vous asseyez à côté de lui dans un séminaire qu'il organise et puis qu'il vous regarde droit dans les yeux, il dit « Moi je pense qu'il faut revoir la notion de famille, que si hier c'était un homme et une femme, aujourd'hui ça peut être autre chose. » Ah bon? Il y a un être, de cet être ont été créés deux êtres, et ces êtres-là sont dans une dualité qu'ils doivent assumer. Il y a un homme, il y a une femme, il y a une femme, il y a un homme. Mais dès qu'on a dit ça, on dit deux choses d'un point de vue islamique. On dit que de l'être, il y a le genre, et que le genre a une dimension essentielle, pas simplement biologique, elle est spirituelle, elle est psychologique, elle est physique. C'est pas la biologie qui réduit une femme à une constitution physique et un homme à une constitution physique. Non, ce sont des éléments qui sont beaucoup plus importants que ça. C'est beaucoup plus fondamental que ça, ce qu'est une femme et ce qu'est un homme. Donc ceci vient du point de vue islamique en disant, oui, il y a quelque chose qui tient de l'essentialité du genre féminin et du genre masculin. Ça existe. Et oui, Ramadan, sur les questions sociétales, c'est pas très la gauche. C'est plutôt la manif pour tous, ce qui peut surprendre quand on sait que des femmes voilées se revendiquant féministes islamiques se mobilisent aux côtés de féministes postmodernes, adeptes des théories du genre lors de manifestations anti-laïcité. Il faut dire que les deux ont en commun la détestation du féminisme universaliste et de la tradition républicaine. D'ailleurs, la question de la laïcité est extrêmement importante, car elle permet d'avoir un début d'explication sur l'idéologie ramadienne. Quand on pose la question du foulard, par exemple, le foulard qui est interdit en France, il y a de multiples. Si on rentre dans la mentalité française et puis le background culturel, idéologique français, pas que français, c'est-à-dire qu'il y a différentes raisons à cette violence, parce que c'est très fort en France. Hein, il y a le côté colonial, il y a etc., la question de la religion, etc. Mais on en parle souvent, de ces différents côtés. Mais ce qu'on ne parle pas, ce qu'on dit peu, et ce qui est exprimé par l'idée laïque, c'est la question de la différence. C'est exprimer la différence dans l'esprit de certains laïcs, et de la plupart des laïcs, c'est conduire automatiquement à l'inégalité, et donc au conflit. Et donc, exprimer publiquement sa différence à travers un foulard, ça veut dire montrer qu'une femme est une femme et qu'un homme n'est pas une femme, c'est affirmer la différence et c'est automatiquement aller vers le conflit. Et oui, les Ramadiens ne sont pas pour le port du voile à l'école parce que ce serait une liberté religieuse, mais parce que pour eux, le voile fait partie de l'essence féminine. La laïcité, pour eux, c'est déjà l'indifférenciation des sexes. Et on peut en déduire que si le contexte leur permettait, eh bien ils militeraient aussi pour le port du voile dans l'administration. Opposé à l'homoparentalité, opposé aux théories du genre, bon bah ça je vais pas m'en plaindre, opposé à la laïcité, Ramadan n'est pas un progressiste ou un réformiste tel qu'on l'entend habituellement. S'il est pour l'égalité homme-femme et contre la mondialisation, au niveau religieux, son but n'est pas de créer un islam adapté aux mœurs de l'Occident. Bien au contraire. Actuellement, je vois des réformistes, moi, personnellement, je l'ai vu, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Afrique, je n'ai pas encore le temps de le voir, mais au Maghreb, en Europe, des gens qui sont des libéraux réformistes. C'est un mouvement qui est bâtard, hein, comme on dit, c'est les enfants illégitimes du mouvement réformiste, mais ce sont réellement des libéraux réformistes, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la tendance réformiste, c'est-à-dire qui sont issus
de la pensée de Hassan al-Banna, de Abdouch à Hassan al-Banna, qui sont issus de cette école-là, avec tout ce qu'il y a derrière, mais qui s'intègrent à la pensée moderniste, laïque, sécularisée et même capitaliste. Et qui, pour eux, ils ne pensent, c'est ce que j'expliquais au début, ils ne pensent le texte que sous la grille de lecture de l'idéologie moderniste et libérale dans le sens économique. Nous avons des frères qui font la prière 5 fois par jour et qui ont des positions sur la question de l'homosexualité, qui ont des positions sur la question de l'économie, qui ont des positions sur la question même des positionnements politiques qui font trembler les cieux et la terre. C'est impressionnant. Et ce sont des gens qui font 5 prières par jour. Ce ne sont pas les Harkoun, et ce ne sont pas les gens, ce sont pas les libéraux qui se définissaient eux-mêmes comme athées d'origine musulmane et qui avaient des positionnements, un peu ce type de positionnement. Actuellement, nous avons des gens issus de la communauté musulmane qui ne vont pas jusqu'à remettre en cause la sacralité du Coran, mais qui commencent à avoir une lecture sécularisée du Coran. Ramadan et les siens conchient tous ceux qui veulent créer un islam éclairé, rationaliste, sécularisé, comme Harkoun, un philosophe algérien inspiré par les Lumières. Les références de Ramadan, très clairement, ne sont pas orientées vers cet islam moderniste. Par exemple, dans ses écrits, lui-même fait référence à Youssouf al-Qaradawi, un salafiste proche des frères musulmans qui lui ont même proposé la direction de l'organisation, poste qu'il a décliné, conscient que cela réduirait son audience. Et Ramadan n'est pas le seul dans son think tank à porter de l'intérêt au salafiste Qaradawi. Sur 8 chercheurs, 2 autres ont travaillé directement avec lui. Il faut bien comprendre que Qaradawi n'est pas un tendre. Il est contre le djihad militaire uniquement parce que les musulmans sont moins bien équipés que les infidèles, il se demande aussi dans les cas d'homosexualité s'il faut tuer l'actif ou le passif, et dans les pays musulmans, il veut que les non-musulmans payent la jizya, l'impôt discriminatoire. Alors c'est quoi précisément le salafisme ? C'est un courant né à la fin du 19e siècle en réponse à la domination occidentale qui voulait régénérer la civilisation islamique jugée sclérosée en revenant à la lecture du Coran et aux pratiques des premiers musulmans, les salafs. Ce courant s'est structuré au XXe siècle autour du grand-père de Tariq Ramadan, Hassan al-Banna, qui a créé les frères musulmans à cet effet. Il y a plusieurs types de salafistes. Vous avez les littéralistes qui prennent le Coran au premier degré, et le courant incarné par Ramadan, plus subtil, qui l'interprète, qui prend en compte le texte et le contexte, pour reprendre une de ses expressions favorites. En fait, il faut comprendre la réforme ramadienne au sens de réforme religieuse plus que sociale, comme la réforme protestante qu'il y a eu dans le christianisme. Voici un exemple concret pour comprendre le réformisme de Ramadan. Dans la tradition juridique musulmane classique, on distingue 2 types de territoires. Le Dar al-Islam, la terre des croyants, où s'appliquent les lois islamiques, et le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, le territoire des infidèles. C'est une pensée binaire et peu adaptée à la situation actuelle de mondialisation et de migration vers des territoires non musulmans. Ramadan, lui, reprend une notion inventée par Maulawi, un salafiste qui a inspiré la création de l'UOIF. Il considère les territoires comme l'Europe comme des Dar ad-Dawa, et que l'on peut traduire par territoire de la prédication ou de la mission, c'est-à-dire des territoires à convertir. Si la notion est plus moderne que le dualisme classique, on est dans une conception missionnaire qui n'a pas vocation à aider les musulmans à s'intégrer dans leur société d'accueil, mais à les islamiser. Bref, dans tous les cas, le salafisme est un islam politique, prosélyte, conquérant, et tous les salafistes ont un ennemi en commun. Le prophète Mohammed, quand il était à la Mecque, il a défini l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas des personnes, hein. Ce n'est pas des personnes l'ennemi. Il a défini l'ennemi. Ça. L'ennemi suprême, c'est Shaitan. Ça. Il a défini l'ennemi. Il a défini ceux qui étaient les alliés de l'ennemi. C'était clair. Ça. Aujourd'hui, je voudrais bien qu'on se pose la question. Aujourd'hui, c'est quoi l'ennemi? C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est l'Occident. C'est quoi l'ennemi? C'est quoi? C'est les Occidentaux? C'est quoi? C'est les gens qui sont en face? C'est les salafites, hein, qui travaillent pour l'ordre libéral, comme disait Tarek. Qui est l'ennemi aujourd'hui? C'est quoi l'ennemi? Moi, on a un véritable problème. Il faut nommer les choses. Qui sont nos ennemis et qui sont ceux qui soutiennent l'ennemi? C'est pas pour avoir un discours binaire eux et nous, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, on voit bien, et quand le professeur Sam lui-même l'a bien compris, s'il a refusé de prendre le pouvoir de... Je deviens long, ça y est? Non, pas du tout. Quand il a refusé... J'aimerais que tu dises qui est l'ennemi, quand même. Tu vas nous dire, quand même. Non, c'est pas comme ça, parce que c'est... Non, c'est pas comme ça. Malgré l'insistance de Ramadan, on n'en saura pas plus sur l'ennemi dans cette vidéo. Mais une autre intervention de Makri fournit des indications. Jung était protestant, Freud était juif, mais juif,
mais Freud était un élève des Lumières, un enfant des Lumières, et quand je dis un enfant des Lumières, pour moi, c'est péjoratif. Donc c'est un enfant de la modernité qui est tout aussi péjoratif. Et Jung, pour lui, la question de Dieu était centrale. Au moins c'est direct, c'est même tellement direct que ça fait rire Ramadan. L'ennemi, ce sont les valeurs qui ont forgé l'Occident depuis 3 siècles, à savoir les Lumières et la modernité politique, c'est-à-dire la rationalité, le libre choix humain hors des règles divines et la sécularisation de la société. Dans un message posté sur Facebook au nom de l'Union des consommateurs musulmans, en soutien à Ramadan, Makri fournit aussi le nom d'un autre ennemi, les sionistes, qu'il accuse d'être derrière les accusations de viol. Et là, avec cette accusation, on entre dans l'arrière-boutique pas très reluisante de l'idéologie ramadienne. Car derrière un discours de façade formaté pour plaire à l'Occident et aux idiots utiles de l'islamisme, Ramadan et les siens peuvent aussi tenir un discours tout à fait condamnable. L'extrait que vous allez voir maintenant est assez long, mais il est aussi extrêmement révélateur sur qui est réellement Ramadan. Terminant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, on nous aliène par quoi? Non pas, c'est encore pire qu'avant, hein, parce qu'avant vous pouvez être ignorant et puis vous étiez ignorant. Maintenant, on a des réseaux sociaux qui vous font des informations qui sont fausses. On vous trompe sur la réalité. Oui, on vous trompe sur la réalité. Avec un matraquage tel que vous devenez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un tel matraquage sur certaines vérités que si vous osez les questionner, vous savez comment on vous appelle? Négationniste. Négationniste, c'est devenu un terme historique qui dit si tu nies l'Holocauste, tu n'as même plus le droit de penser. Et on va essayer de trouver le détail qui vous fera dire, parce que par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Garaudy. Garaudy, il écrit tout un livre où il y a, à mon sens, parce qu'il m'avait parlé de ce livre avant qu'il le publie, je lui avais dit, moi, personnellement, ça, je ne le mettrai pas. Il l'a mis. On l'a pris sur ce détail-là et on a effacé l'homme de la cartographie des penseurs. Pour moi, ce moment est assez étonnant car Ramadan se lâche. Et pour avoir visionné des heures de vidéos du bonhomme, c'est assez rare. La question qui se pose, bien sûr, c'est celle du négationnisme. L'argument comme quoi on ne peut plus débattre de la Shoah, c'est toujours le préliminaire à la négation du génocide. Et là, pour moi, on est clairement dans le négationnisme. Dans le contexte, il assimile l'Holocauste à une fake news, puisque c'est de ça dont il parle à la base. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir qu'il évoque automatiquement la Shoah quand il parle de fausses informations. Ensuite, Ramadan en rajoute une couche en défendant Garaudy. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Roger Garaudy était un ancien communiste, converti à l'islam, qui dans les années 90 a écrit un livre niant la Shoah. L'affaire a fait scandale à l'époque, il a été condamné, son bouquin a été interdit en France, mais il a aussi fait de lui un héros pour les antisémites de tout poil. Et Ramadan nous dit qu'il n'a rien trouvé à redire sur le fond au livre de Garaudy. Et c'est là aussi qu'on voit le double discours, car d'habitude, face à un public non conquis, Ramadan est plus subtil. Il reconnaît une extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, mais reste ouvert aux discussions sur les chiffres et les méthodes employées, ce qui est plus acceptable pour certains idiots utiles de l'islamisme qui refusent d'y voir un négationnisme soft. Lui qui a été accusé par l'une de ses présumées victimes de pratiquer la taqiyya, le mensonge vis-à-vis des infidèles, apporte de lui-même la confirmation. Et comme souvent chez les gens qui s'interrogent sur l'existence ou sur l'ampleur de la Shoah, on a aussi droit à une petite fixette sur Israël et les Juifs. Quand Yamin, il vous dit hier, quand il y a un frère qui vient vers nous, il dit « Vous savez qu'au Togo, le mois d'octobre, je crois, vous avez une réunion qui va être avec le nouvel acteur. » Apparemment, le nouvel acteur, ça fait 50 ans qu'il travaille dans la région, 20 ans qu'il travaille avec force, 15 ans qu'il est dans une pénétration économique de plus en plus importante, c'est Israël dans la région. Il y a une réunion qui aura lieu au Togo et Israël est entré en force. Personne n'a rien compris. On se dit, mais qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy va faire en Libye? Mais Bernard-Henri Lévy, c'est l'agent intellectuel du Mossad. C'est un agent intellectuel, ce type. Ce type, il travaille avec des forces qui sont derrière. C'est pour ça que tout le monde a peur de lui en France. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas simplement quelqu'un qui est milliardaire. D'abord, il est milliardaire sur l'argent des Africains, par l'intermédiaire de son père, parce qu'ils ont fait du trafic du bois. Mais d'un autre côté, c'est Kadhafi, avec tout le mal. C'est un tyran, c'est un dictateur. Mais il protégeait une chose, c'est-à-dire une pénétration trop importante d'autres acteurs dans la région. Il a été éliminé, là maintenant, la voie est libre pour commencer d'autres tractations. Écoutez. Makri, dans son communiqué de soutien, montrait aussi des traces de cette paranoïa complotiste en évoquant des attentats dits islamistes et mettant ainsi des doutes sur l'origine de ces attaques. Dans le même genre, la mouvance ramadienne voit aussi le salafisme littéraliste comme une manipulation de l'Occident visant à canaliser l'islam. Grosso modo, le shaitan est partout et tout ce qui ne leur plaît pas, comme un terrorisme d'origine musulmane ou des tendances caricaturales, est forcément l'œuvre du diable ou de ses suppôts. Haine de l'Occident sécularisé, haine des Lumières, vision paranoïaque du monde,
Vous connaissez maintenant le contenu de l'islam politique et conquérant de Tariq Ramadan. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a pu pendant des années diffuser sa parole sans trouver grand monde pour se mettre en travers de son chemin. Ses affaires judiciaires vont certainement le neutraliser pendant un certain temps, mais ses fidèles, eux, vont pouvoir continuer à porter sa parole. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine!